Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Nabila Guernati, je suis chargée de projet à Concertation Montréal. Je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire « Comment mettre en place et mobiliser un conseil d'administration efficace et représentatif ». Concertation Montréal et le Conseil des arts de Montréal tenons à souligner que cet événement se déroule sur le territoire traditionnel non cédé des Gagnon-Guéhaga, la nation Mohawk. L'île, appelée Montréal, est connue sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue des Mohawks et a toujours été un lieu de rassemblement et d'échange pour d'autres nations autochtones. Nous souhaitons exprimer notre gratitude pour la possibilité qui nous est offerte de vivre et de nous rencontrer sur ces territoires. Nous reconnaissons le travail des organisations autochtones sur nos territoires qui agissent pour le bien-être de leur peuple et de leur territoire. Nous vous encourageons à apprendre davantage sur l'histoire de ces territoires et à soutenir la cause autochtone. Concertation Montréal et le Conseil des arts de Montréal sont des organisations qui ont à cœur les valeurs de justice sociale, de diversité et d'inclusion. À présent, je cède le micro à mon collègue Philippe Massé, qui est chef d'équipe diversité et parité à Concertation Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Merci Nabila. Très heureux d'être avec vous ce matin pour ce webinaire. C'est une très belle collaboration qui débute ou qui se poursuit avec le Conseil des arts de Montréal. Donc, on est vraiment heureux d'être associé à l'initiative qui débute avec ce Midi Philanthropie et qui va se poursuivre cet automne. On va vous en dire un peu plus long tout à l'heure. Tout d'abord, Concertation Montréal. Donc, nous sommes une organisation qui a été mise en place en 2015 et qui donc fait suite aux activités qui étaient préalablement menées par la Conférence régionale des élus de Montréal. On mène des initiatives en diversité, parité et gouvernance depuis déjà une dizaine d'années. Donc, on accompagne des organisations, des conseils d'administration qui souhaitent rencontrer des candidates de la diversité pour leur permettre d'échanger avec des talents qui vont pouvoir apporter un nouvel éclairage, de nouvelles compétences dans leur CA. Donc, on fait de la formation, des événements de réseautage et on met en contact des gens qui ont tout avantage à se retrouver. Concertation Montréal est soutenue par l'agglomération de Montréal et également par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration dans le cadre de différentes initiatives, dont celle dont nous vous parlerons un peu plus aujourd'hui. On a également à Concertation Montréal des initiatives en lien avec la participation des femmes et des jeunes femmes aux sciences et technologies. On travaille sur des enjeux de transition écologique. On travaille sur des enjeux de persévérance scolaire notamment. On a un de nos comités qui intervient plus précisément pour et avec les jeunes, donc le Forum Jeunesse de l'île de Montréal. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de gouvernance. On va parler de conseil d'administration. Donc, je vois dans le chat, il y a des gens qui ont des difficultés avec le son. Si jamais c'est votre cas, merci de le mentionner dans le chat, puis on prendra contact avec vous. Donc, on parle de gouvernance et de diversité. Les conseils d'administration sont essentiels au bon fonctionnement des organisations, mais c'est souvent un outil qu'on utilise trop peu ou de façon incomplète. Donc, je pense qu'on doit investir dans son conseil d'administration, on doit travailler pour recruter une bonne équipe, puis ensuite, ça contribue activement là, au succès des organisations, particulièrement dans le milieu artistique. On a la chance, nous, d'accompagner chaque année plus d'une centaine d'organisations qui vont combler des postes avec des personnes qui ne sont pas dans leur réseau immédiat
et ça permet un échange d'idées, ça permet d'amener une nouvelle perspective dans les organisations et c'est à l'avantage des organisations qui en profitent, mais également des candidats et des candidates qui vont aller chercher une nouvelle expérience puis qui vont peut-être prendre un peu plus de recul par rapport aux organisations où elles siègent, par rapport au quotidien peut-être plus opérationnel qu'elles peuvent avoir dans leur emploi au quotidien. Donc, l'enjeu de la diversité est excessivement important. On sait que vos organisations ont été mises à rude épreuve depuis les derniers 18 mois. Ça demeure quand même un élément fort important, puis on apprécie votre présence aujourd'hui avec nous parce que ça pourrait être tentant des fois de dire on focus ailleurs, on travaille sur d'autres enjeux qui nous semblent plus vitaux à court terme, mais c'est un bon investissement de travailler sur la question de la diversité parce que si vous contribuez, si vous travaillez actuellement pour mettre en place un CA plus efficace, bien, vous allez avoir à court terme là, des retombées positives dont Nabila et Ruben vont vous parler tout à l'heure. Donc, en terminant, je tiens à remercier vraiment le Conseil des arts de participer ou de nous inviter dans cette démarche-là auprès de vous. C'est vraiment c'est une très belle opportunité pour nous, mais également pour vous, parce que un conseil d'administration, on peut penser qu'avec 8 ou 9 personnes autour d'une table, on arriverait à un nombre limité de scénarios possibles. Mais moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille en gouvernance et on a toujours des nouvelles il y a toujours des nouvelles situations qui se produisent. En réunissant des gens qui ont des idées, des perspectives différentes, ça contribue à faire avancer les choses, à trouver des solutions et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, merci à Julien Valmarie qui est ici avec nous aujourd'hui. Je tiens à remercier également Talar Agopian et Yulia Anna Maria Salagor qui ont été les artisanes derrière l'entente. Donc, on travaille depuis plusieurs mois pour mettre en place une programmation qui va se dérouler tout au long de l'automne, puis également possiblement durant l'hiver 2022 pour vous accompagner, vous donner des outils au sein de vos organisations pour mettre en place et mobiliser un conseil d'administration efficace et représentatif. C'est un titre assez simple, mais on va le voir, ça implique beaucoup de choses. Donc, je termine en félicitant également Ben-Marc Dindéré, le nouveau président du conseil d'administration du Conseil des arts. Donc, on voit que c'est un engagement fort du conseil de travailler sur les questions de diversité. On dit souvent de tone at the top, le ton qui est donné au sommet de l'organisation. Puis je pense que le conseil le démontre très bien dans son évolution là, des dernières années. Donc, très heureux d'être avec vous. Puis, je laisse maintenant la parole à ma collègue Nabila pour la suite et bon webinaire. Merci beaucoup, Philippe. À présent, je vais adresser le micro à Julien Valmarie, qui est directeur du soutien et des initiatives stratégiques au Conseil des arts de Montréal. Merci Nabila, merci Philippe et merci Ruben aussi d'être là aujourd'hui. Je vais également profiter pour remercier Talar Agopian et Yulia Anna Maria Salagor, que vous connaissez certainement dans vos organismes et qui ont vraiment été les chevilles ouvrières de ce projet. Mais je voudrais prendre un moment pour vous remercier, toutes les personnes qui sont là, qui vont participer aujourd'hui. On a vécu une année de pandémie et demie qui nous a amené de nouveaux moyens de se rencontrer, hein, comme aujourd'hui par exemple, et aussi des rencontres qui ont été interrompues. Et aujourd'hui, essentiellement, vous allez beaucoup parler de conseil d'administration, mais ce dont vous allez parler finalement, c'est de l'humain. C'est de la rencontre de personnes avec d'autres personnes qui se mettent ensemble pour accomplir de grandes choses et qui se transforment elles-mêmes au contact des autres. Et je pense que ça, c'est très important d'envisager ce dont vous allez parler aujourd'hui de ce point de vue-là, d'un point de vue humain. Le conseil n'est pas là pour imposer quelque chose, il est là pour vous encourager à continuer à vous transformer. Le changement, on le vit aussi, et le changement, c'est une permanence. C'est quelque chose qui évolue toujours. Alors, on est très heureux au Conseil de s'associer avec Concertation Montréal. C'est un partenariat qui est important pour nous
Concertation Montréal, c'est un partenaire de longue date du Conseil. Et on pense que c'est un partenariat qui correspond bien aux attentes des milieux. Et votre présence aujourd'hui, c'est pour ça que je veux la saluer, elle démontre votre intérêt et elle démontre que vous pensez que c'est une priorité qui est importante. Au Conseil, Philippe l'a dit, on essaye d'incarner ces engagements au sein de toutes nos politiques de nomination et de recrutement, au CA, dans nos membres de comité d'évaluation et au sein du personnel. L'équipe du personnel, l'équipe du conseil, on le dit souvent, au-delà des employés avec lesquels vous discutez au quotidien, c'est un modèle qui repose sur l'engagement bénévole, sur la proximité avec le terrain, et ça se fait à travers la représentativité. On a 21 membres de CA et plus de 80 membres de comité d'évaluation. Et c'est ce modèle-là qui nous inspire tous les jours et qui parfois nous confronte, nous permet d'aller plus loin, de s'interroger sur des angles morts qu'on a. Tu l'as souligné, Philippe, tu as souligné la nomination de Bernard Viendéré et son engagement pour la diversité au quotidien. C'est un de ses chevaux de bataille pour l'avenir aussi, de s'assurer que la philanthropie, par exemple, soit plus diverse, on parle beaucoup plus à la démographie montréalaise dans la philanthropie, par exemple. Et vous connaissez les engagements du Conseil des Arts de Montréal pour les sujets d'équité, de diversité, d'inclusion. Et la place de la philanthropie et du bénévolat est aussi au cœur des priorités stratégiques du Conseil. Beaucoup de programmes ont été mis en place, par exemple comme GoCA depuis plusieurs années, ou le parrainage fiscal, et beaucoup d'outils aussi qu'on espère peuvent vous donner des capacités d'augmenter votre autonomie, votre enracinement et votre rayonnement dans la communauté, avec la communauté et par la communauté. Et effectivement, un conseil d'administration, c'est un bon moyen. Et c'est un bon moyen aussi pour vous aider à faire des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Et c'est ça qu'on vit, nous, au conseil au quotidien, à travers les 21 membres de notre conseil et les membres de nos comités d'évaluation. Donc, ce partenariat, on espère qu'il vous sera utile, surtout que le webinaire vous sera utile. En tout cas, nous, il nous semblait naturel. Alors, n'hésitez pas à tout moment à nous parler. Mon numéro de téléphone et mon courriel sont sur le site, celui de Talar aussi, celui de Julia. On est à l'écoute et on espère que vous passerez un bon webinaire. En tout cas, les bonnes personnes sont là. Puis je vais remercier encore Nabila, Philippe et Ruben. Merci beaucoup, Julien, pour ce petit mot. J'adhère complètement à l'idée justement que justement, conseil d'administration, ce sont avant tout des personnes qui se rencontrent, qui ont aussi du plaisir à se rencontrer et qui visent un objectif commun. Alors, merci beaucoup pour ces bons mots. Je repasse la parole à Philippe Massé pour vous adresser quelques mots, une petite mise en contexte sur justement les spécificités des organismes artistiques et leurs besoins particuliers. Merci beaucoup, Nabila. Donc, on organise chaque année des événements de jumelage qui permettent de réunir des candidats de différents milieux, de différentes organisations. Et c'est vrai que la situation dans le milieu artistique est particulière. D'une part, vous avez dans vos organisations, vous travaillez sur un produit qui est très, très clair, qui est très concret. Donc, ça vous permet, lorsque vous rencontrez des candidats, lorsque vous présentez votre organisation, vous pouvez leur donner un aperçu très, très concret de vos réalisations. On travaille avec des organisations, des fois, qui sont dans un univers beaucoup plus abstrait et c'est difficile pour elles d'expliquer ce qu'elles font. C'est moins concret, donc les membres du conseil d'administration mettent plus de temps avant de s'imprégner de la culture de l'organisation. Parce qu'il est vrai, lorsqu'on va chercher des nouveaux administrateurs, particulièrement lorsque ces gens-là ne sont pas dans votre environnement immédiat, il faut qu'avant de rejoindre votre organisation, ils comprennent bien ce que vous faites. Depuis longtemps, il y a des initiatives qui sont menées, notamment avec le milieu des affaires, pour
amener davantage d'administrateurs et d'administratrices avec un profil comptabilité, finance, droit, RH ou autre dans vos conseils d'administration. Mais ces gens-là doivent savoir quelles sont vos valeurs, ce que vous faites et avant de décider de s'engager, c'est important de le comprendre parce qu'on ne gère pas une organisation artistique comme une entreprise. Puis il y a des choix qui sont faits parfois où on va privilégier une approche de création, même si ça implique peut-être une prise de risque plus importante. Donc, il faut en discuter. C'est très important, puis on va revenir là-dessus dans le courant de la présentation tout à l'heure. On va parler de vérification diligente, mais de voir comment vous pouvez présenter ce que vous pouvez dire au sujet de votre organisation à une personne qui souhaite rejoindre votre conseil. Également, on sait aussi qu'au niveau des indicateurs, au niveau du succès, il y a certaines organisations qui sont dans le très concret pour rejoindre X personnes, pour offrir des services à tant de personnes. Dans le milieu artistique, justement, où il y a une démarche de création, bien, le nombre de personnes qui viennent dans une salle, ce n'est pas la seule chose qui vous définit ou qui définit votre succès. Donc, c'est important de le communiquer avec les membres de votre conseil pour que les gens, quand ils adhèrent à la vision de votre organisation, ils comprennent bien là où vous souhaitez aller. Et c'est un aspect qu'on voit beaucoup, nous, lors des formations, c'est-à-dire de dire aux candidats et aux candidates, quand vous allez arriver dans un conseil d'administration, c'est une job à temps partiel, donc vous allez être là peut-être une trentaine d'heures en réunion dans l'année, donc acceptez de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est vraiment un aperçu que vous allez avoir lors des rencontres, donc vous devez être en contact avec l'équipe de direction pour bien saisir dans quelle organisation vous êtes. Et quand vous faites des suggestions, assurez-vous de bien comprendre et d'y aller graduellement. Parce que des fois, si on fait les choses d'une certaine façon, c'est parce qu'on a essayé d'autres approches avant qui peut-être n'ont pas fonctionné ou qui n'étaient pas adaptées aux réalités de l'organisation. Donc, il y a vraiment un dialogue important qui va déterminer comment l'organisation va pouvoir intégrer ses nouveaux membres, puis faire un travail en duo ou en tandem efficace. Donc, je ne veux pas aller trop loin là, dans les contenus, on va en parler tout à l'heure, mais sachez que la présentation qui arrive, c'est vraiment la phase 1 là, de la collaboration que nous avons avec le Conseil des arts. Et par la suite, Nabila et moi allons vous parler là, de ce qui va suivre comme activité dans l'entente que nous avons avec le Conseil pour vous permettre d'aller plus loin au sein de vos organisations. Donc, je m'arrête ici. Je laisse Nabila et Ruben poursuivre. Puis moi, j'interviendrai aussi là, de façon ponctuelle, peut-être pour amener quelques illustrations de ce qui sera présenté tout à l'heure. Merci. Bien. Merci beaucoup, Philippe. Alors, voilà, nous entrons dans le vif du sujet du webinaire. J'aurai le privilège d'animer ce webinaire avec Ruben Antoine et nous allons prendre juste quelques instants de façon à ce qu'on se présente. Alors, je travaille à Concertation Montréal et je possède plus de 15 ans d'expérience dans les domaines liés à l'intégration professionnelle des personnes issues de l'immigration, par le biais de coaching individuel, mais aussi en soutenant des organisations pour qu'elles mettent sur pied des projets d'employabilité. J'ai également fait de la sensibilisation de la main-d'œuvre immigrante qualifiée auprès des entreprises montréalaises, où j'ai également animé des ateliers sur la gestion de la diversité culturelle en emploi. J'ai également coordonné pendant 3 ans une table de concertation des organismes en employabilité de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Et depuis 2 ans, j'ai l'heureux privilège de travailler à Concertation Montréal et d'être en charge d'un magnifique programme qui s'appelle le Groupe des 20 et dont il me fera extrêmement plaisir de vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure avec Philippe. Ruben. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Ruben Antoine. Moi, de mon côté, professionnellement, je travaille en finance en tant que gestionnaire de portefeuille. Donc, excusez-moi.
Mon rôle professionnellement, c'est de gérer des investissements pour des entrepreneurs, des professionnels et des cadres supérieurs de compagnie. En termes de mes implications personnelles, je siège sous le conseil d'administration d'une organisation du nom de Microcrédit Montréal. Donc, l'objectif, la mission de Microcrédit, c'est de supporter des communautés marginalisées, ce qu'on veut dire par là, les femmes, les petits entrepreneurs locaux, les immigrants, à avoir un accès au capital parce qu'en général, ils n'ont pas toujours accès au financement traditionnel. Donc, ça leur permet de lancer leurs projets. Du côté artistique, je suis aussi sous le conseil d'administration du FTA. Donc, le FTA, c'est un festival de danse et de théâtre qui réunit 40 000 festivaliers par année. Et aussi, pour finir, je fais partie d'une initiative de concertation Montréal du groupe des 30. Donc, c'est grâce à ça que je suis avec vous aujourd'hui. Et la mission du groupe des 30, c'est de sensibiliser les organisations à s'ouvrir à la diversité pour leur CA, mais aussi inspirer des jeunes, des membres de la communauté ethnoculturelle à s'impliquer sur les conseils d'administration. Donc, merci à Concertation Montréal et au Conseil des arts et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Ruben. Alors, au programme de ce webinaire, nous allons voir dans un premier temps, eh bien, quels sont les éléments clés pour qu'une gouvernance soit efficace. Nous allons voir également les stratégies pour mobiliser les membres du CA. Donc, quelles sont les stratégies pour faire en sorte que les membres du CA soient engagés, soient mobilisés et motivés à prendre part aux rencontres. Dans un troisième temps, nous allons vous parler des conditions gagnantes pour qu'un CA y soit performant, mais qui soit également représentatif. Et enfin, nous allons terminer avec les activités que nous allons vous offrir dans le cadre de notre entente avec le Conseil des arts de Montréal. Et il y aura, à la fin de ce webinaire, une période de questions où vous allez pouvoir nous adresser vos questions par le biais de la fonction Q&A. Donc, voilà. Et puis, sachez également que si vous avez des questions, vous pouvez aussi, dans le cadre, pendant notre présentation, de nous les adresser également. Alors, avant de démarrer puis de commencer vraiment par les éléments clés, un petit rappel de ce qu'est la gouvernance. Donc, la gouvernance, ça désigne un ensemble de décisions, donc un ensemble de règles et de pratiques qui visent justement à assurer le fonctionnement d'une organisation. La gouvernance, ça consiste vraiment à savoir qui a l'autorité sur quoi dans une organisation. Et ça permet également de surveiller les activités courantes et la conformité. Alors, la gouvernance, c'est un système de répartition des pouvoirs et des responsabilités et elle doit satisfaire à de hauts standards de transparence, d'intégrité, d'efficacité, d'éthique et de respect de la déontologie. Donc, par transparence, qu'est-ce qu'on entend? On entend une relation de confiance fructueuse avec le conseil d'administration, intégrité, honnêteté, bien sûr, de la part du conseil d'administration et d'éthique et de respect de la déontologie, donc de s'assurer d'effectuer une vigie en matière des pratiques de saine gouvernance. Les éléments pour une gouvernance efficace, c'est bien, ça nécessite trois éléments. Tout d'abord, il faut bien connaître qu'est-ce que le rôle du conseil d'administration. Il faut également savoir quels sont les rôles et les responsabilités de l'administrateur et de l'administratrice, mais il faut également, par une bonne participation des membres du CA aux réunions du CA. Connaissance du rôle du conseil d'administration. Alors, on aurait pu avoir toute une thématique juste sur le rôle du conseil d'administration. Alors, c'est pas l'objectif, bien sûr, de ce webinaire-là. Seulement, ça nous était impossible
d'entrer dans le vif du sujet sans parler de cet élément-là. Donc, c'est très important de bien connaître à quoi sert un conseil d'administration. Alors, c'est une instance essentielle d'un OBNL. C'est l'instance qui gouverne. C'est le grand patron. Un conseil d'administration, il est assujetti à la 3e partie de la loi sur les compagnies au niveau provincial, mais il peut être aussi assujetti à la loi canadienne sur les OBNL au niveau fédéral. Il peut être aussi assujetti au code des professions s'il s'agit d'un ordre professionnel et aussi peut être assujetti par exemple à la loi sur les gouvernances s'il s'agit d'une organisation publique. Alors, un conseil d'administration, il assume une responsabilité légale, donc face à l'organisation, et il est co-responsable de la santé et de la viabilité de l'organisme. Avec la direction, le CA contribue activement au succès et à la stratégie d'un organisme. Pour ce qui est justement de la connaissance des membres du conseil d'administration, de leur rôle et de leurs responsabilités, eh bien, il y a le devoir de diligence qui est un devoir justement qui va permettre de démontrer que les précautions nécessaires ont été prises, que les personnes ont été proactives et proactifs pour s'assurer que les décisions soient réfléchies et raisonnables. Le devoir de loyauté, qui est d'agir avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts de la personne morale. Il y a aussi le devoir de confidentialité, garder confidentiels les renseignements auxquels on a accès. Il y a aussi la possibilité, certains conseils d'administration le font signer une entente de confidentialité avec les administrateurs et les administratrices. Et il faut savoir que ces informations-là vont demeurer confidentielles même après votre mandat. Alors, le contexte actuel de pandémie que nous vivons depuis plus d'1 an et demi et qui nous a contraints à avoir des rencontres en virtuel, eh bien, faut être vigilant par rapport à cet aspect parce qu'on a nos rencontres à la maison et que c'est rare d'avoir un espace complètement dédié à notre bureau. Souvent, ça va être dans un coin de la maison, la cuisine, le salon, et puis on n'est pas tout seul dans cet espace-là. Donc, être vigilant quand vous avez vos rencontres du conseil d'administration. Porter un casque, c'est vraiment très très utile et recommandé dans ces cas-là, et puis de vous isoler le plus possible. Il y a le devoir fiduciaire, donc les membres du CA, ils doivent s'acquitter des responsabilités en matière fiscale et d'emploi, et s'assurer également que les employés sont payés et que les déductions à la source sont payées au niveau provincial et fédéral. Alors, faut être vigilant par rapport à cet élément-là également. Moi, je vous dis, personnellement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas au début de mon expérience en tant qu'administratrice, et pourtant c'est un élément très très important parce que dans le cas où les déductions ne sont pas versées et dans le cas où les salaires ne seraient pas versés, eh bien les membres du CA pourraient être tenus responsables. Alors très important à ce niveau-là de vérifier que le conseil d'administration dispose d'une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, et également de ne pas hésiter, c'est votre rôle aussi en tant qu'administrateur, en tant qu'administratrice, de poser les questions et de vous assurer que tout est en règle à ce niveau-là. Ici aussi, il aurait pu y avoir tout un webinaire sur les rôles et les responsabilités du conseil d'administration. Alors, c'est vraiment synthétique les informations qu'on vous donne. Et enfin, pour une gouvernance efficace, eh bien, il faut absolument une bonne participation des membres du CA aux réunions du conseil d'administration. Et pour ça, je vais céder la parole à Ruben Antoine. Merci Nabila. Sur ce point, comme vous savez, la majorité des interactions des différents membres du conseil vont se faire à travers des réunions, que ce soit l'Assemblée générale ou d'autres réunions du comité. Donc, comme Nabila a dit, il faut vraiment une bonne participation des membres. Et pour qu'il y ait une bonne base, une bonne participation, la première chose qui est vraiment importante, c'est que
faut que les membres connaissent bien l'organisation dans laquelle ils se sont impliqués. Donc, ça veut dire une bonne connaissance non seulement de la mission et de la vision de l'organisation, mais aussi des règlements, des politiques, du code de déontologie. Il faut qu'ils prennent connaissance de la situation financière, soit à travers le budget de l'organisation ou les états financiers. Donc, ça, c'est la première base. Mais aussi, avant chaque rencontre, en général, c'est les meilleures pratiques de partager avec les membres du conseil l'ordre du jour et les documents qu'on va réviser dans la rencontre. Donc, une bonne préparation avant les rencontres rend la gouvernance plus efficace parce que, dans le fond, les gens se familiarisent et ils arrivent préparés pour ces rencontres-là pour de bonnes discussions, de beaux échanges. Une fois qu'on est dans la rencontre, c'est sûr que, comme Nabila a mentionné plus tôt, il y a beaucoup d'informations privées qui sont échangées. Donc, vraiment important de maintenir la confidentialité des discussions, mais aussi des décisions qui sont prises. Et c'est pratique courante d'avoir une entente de confidentialité qui doit être signée quand on s'engage dans un CA. Ce qui est important aussi, c'est de divulguer tout possible conflit d'intérêts. Donc, un membre d'un conseil d'administration peut avoir, soit à travers son emploi ou à travers ses projets d'affaires, un certain conflit d'intérêt ou son intérêt peut être mis, il peut avoir une existence de conflit, soit de fait ou d'apparence par rapport à les activités de l'organisation. Donc, quand en tant que membre, on pense avoir un conflit ou il y a vraiment un conflit, il faut le divulguer au conseil d'administration que les mesures peuvent être prises pour mitiger ce conflit-là. Et par les mesures, c'est pas obligé d'être une démission du conseil. Des fois, ça le nécessite, mais d'autres fois, ça peut être tout simplement que s'il va y avoir une discussion sur un certain sujet qui peut porter à conflit, ce membre-là qui peut avoir un conflit doit sortir de la salle. Ça, c'est une façon de mitiger pour que cette personne-là ne puisse pas influencer la décision. Et en termes de décision, il y a beaucoup de décisions dans les échanges, dans les rencontres de conseil qui se font prendre par vote. Donc, il faut que tous les membres du conseil peuvent avoir une certaine solidarité par rapport aux décisions prises, même dans le cas où on n'est pas d'accord avec une décision. Donc, il va y avoir une opportunité d'avoir un débat, mais si le vote fait que c'est cette décision-là, avec cette décision-là qu'on va de l'avant, tout le conseil solidairement appuie cette décision-là. Donc, on doit être capable de non seulement supporter la décision et aussi la défendre, même si on n'était pas d'accord. Ceci étant dit, si on a vraiment une dissidence par rapport à une décision et on ne veut pas la supporter, il faut l'exprimer de façon officielle et que ça soit documenté dans les procès-verbaux. Mais si on ne s'exprime pas de façon officielle, on doit faire preuve de solidarité autour de cette décision-là. Sur ces points-là, Ruben, les éléments sont extrêmement importants parce que votre temps en tant que directeur, directrice d'une organisation, en tant qu'administrateur, administratrice, votre temps est précieux et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de membres de conseil d'administration ou d'équipe de direction à qui on peut demander après une rencontre, est-ce que vous considérez à la fin de la réunion que vous êtes beaucoup plus avancé que 3 heures passées avant la réunion? Puis il y a beaucoup de gens qui diraient, ben on a passé trop de temps à, disons, sur des détails, pas assez sur des questions importantes, tout ça, puis ça en revient à la qualité de l'organisation des réunions. Donc, c'est vraiment fondamental. C'est fondamental aussi parce que ça vous permet d'aller chercher des candidats, candidates avec des profils intéressants. Si les gens ont l'impression qu'ils perdent leur temps dans les réunions, ben ils vont pas rester au conseil d'administration. Donc, c'est un défi de mobiliser les gens, de les intéresser, puis les bons candidats, les bonnes candidates, vous souhaitez les avoir pour plus qu'un mandat. Donc, c'est un travail qui est important. Puis dans un contexte aussi où on manque de main-d'œuvre, où on trouve plus difficilement des bénévoles, bien, il faut en prendre soin, puis il faut s'assurer là, que la préparation, elle est bonne, puis qu'on tire profit, on leur offre aussi une expérience qui va être intéressante et stimulante. Donc, ces éléments-là semblent assez simples, mais il faut vraiment y consacrer du temps. Nabila parlait tout à l'heure de l'aspect de formation, mais beaucoup de membres de conseil d'administration sont formés sur le tas.
Donc, même si vous avez quelques éléments dans votre CA qui ont fait des formations en gouvernance, ben, il faut tenir compte aussi des nouvelles personnes qui rejoignent le CA et ramener ces éléments-là de façon régulière pour en discuter. Parce que une bonne rencontre de CA, ben, ça commence justement par une bonne préparation et ces points-là sont essentiels. Donc, Ruben, je te laisse poursuivre. Je ferme ma parenthèse. Donc, une fois qu'on a en place les éléments clés pour une gouvernance efficace, qu'on connaît le rôle du CA, le rôle des membres et comment rendre les participations efficaces, il faut trouver des stratégies pour aller mobiliser des membres du CA. Donc, nous allons voir avec vous c'est quoi la vérification diligente, qui sont en fait les questions à se poser par les membres avant de s'engager dans un CA, mais aussi par l'organisation elle-même. Après, on va passer à travers le fait que pourquoi c'est important que les membres adhèrent à la mission et aux valeurs de l'entreprise. On va parler aussi de la complémentarité des expertises qu'il faut avoir dans le CA. Donc, qu'est-ce qu'on a et comment aller les chercher. Et à la fin, on va passer à travers, on va regarder le recrutement, le processus de recrutement et de rétention. Donc, pour la première section sur les stratégies pour mobiliser des membres, c'est tout ce qui est par rapport à les questions à se poser et les vérifications à faire. Donc, le membre lui-même qui est intéressé à s'impliquer sur un CA d'une organisation doit se poser quelques questions sur soi-même. Des questions personnelles comme quelle est la mission et quelle est la vision de l'organisation. Donc, ça, en général, ça se trouve sur le site, mais aussi en discutant avec des membres actuels du CA. Et la raison est pour voir si cette mission, cette vision anime ce membre-là. Est-ce que c'est une cause qui les tient à cœur? Est-ce que ça vient les chercher? Donc, ça, c'est vraiment important parce que la majorité des organisations et des opportunités, c'est du bénévolat. Donc, s'il n'y a pas une motivation intérieure, on veut pas qu'il y ait un membre. Le membre lui-même, l'organisation, ne veut pas être dans une situation où un engagement a été commencé et le membre démissionne après 3 mois ou ne se présente pas aux rencontres. Donc, il faut qu'il y ait une certaine motivation personnelle. Et comme deuxième point, le membre lui-même doit se demander aussi, même si il y a une motivation personnelle, mais quelle est la plus-value que ce membre-là va amener au CA? Donc, quelle expertise qui existe en ce moment sur le CA et est-ce qu'il y a une complémentarité avec l'expertise que ce membre-là va amener? Donc, on va parler tout à l'heure de la matrice de compétences qui peut aider comme outil à faire cette évaluation-là. Et le membre doit procéder à une vérification diligente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de mener une petite enquête, que ça soit sur des recherches Google pour voir c'est quoi la réputation de l'organisation, est-ce qu'il y a eu des scandales, des poursuites, et aussi même la situation financière du CA. Moi, avant de m'engager dans certains conseils d'administration où je siège en ce moment, ils m'ont partagé, par exemple, le rapport annuel des états financiers des dernières années pour avoir une idée de c'est quoi la situation financière de l'organisation. L'organisation elle-même aussi devrait, en général, mener certaines vérifications sur leurs membres, que ce soit en termes d'antécédents, d'expérience, juste pour voir avec qui qu'on engage dans le CA parce que il peut avoir aussi un enjeu réputationnel pour l'organisation s'il s'associe avec une personne qui a eu des problèmes ou des scandales dans le passé. Parce que, comme vous savez, les médias peuvent utiliser ça pour parler d'un membre, mais mentionner l'organisation en question. Il siège sur le CA2, donc il peut avoir un enjeu réputationnel. Donc, faire ses recherches et du côté de l'organisation et du côté de la personne, ça vient un peu pallier ces risques-là. Exactement, Ruben. Je compléterai juste par un élément. C'est très important de aussi commencer à se poser les questions à soi-même, finalement, de se dire, ben moi, pourquoi est-ce que je souhaite m'impliquer dans un CA? Qu'est-ce que je souhaite chercher? Qu'est-ce qui me motive? Tous ces éléments-là vont aussi après servir par la suite pour faire un choix éclairé par rapport au conseil d'administration dans lequel on souhaite s'impliquer. Et également, ça nous rend percutant aussi lors de l'entrevue qu'on aura. Ça nous rend plus percutant également lorsqu'on va appliquer à l'appel à candidature en question. Voilà.
Donc, pour faire suivre à ce que Nabila vient de mentionner, en se posant ces questions-là, les membres se familiarisent avec la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. Et l'organisation doit viser à les mobiliser des membres qui adhèrent à leur mission et leur vision. Parce qu'en fait, la mission et les valeurs de l'organisation, c'est ce qui représente le pourquoi ces organisations-là existent. C'est ce qui détermine où ils veulent aller, leurs objectifs et leurs plans stratégiques. Donc, c'est important de le communiquer aux membres et que les membres connaissent la mission, la vision et les valeurs de l'organisation et s'y sentent interpellés par ça. Parce que dans le fond, comme on disait un peu plus tôt, si c'est du bénévolat, il faut qu'ils se sentent que ça vienne les rejoindre personnellement. Et ce qu'on note souvent, c'est que ce soit dans les entreprises privées ou les organismes sans but lucratif, souvent, les valeurs et les missions, la mission et la vision sont écrits soit dans les documents internes ou sur le site web, mais les gens, ils ne le savent pas. Si on pose la question aux gens, est-ce que vous connaissez les valeurs de votre organisation? La plupart doivent aller vérifier sur leur site. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire et en amont et en aval, il faut communiquer ces informations-là et ça va augmenter l'intérêt des membres, leur performance, ça va faire qu'ils vont se sentir motivés si c'est une mission qui les anime. Ils vont être plus engagés à contribuer à l'organisation dans l'atteinte de ses objectifs. Exactement. Certaines organisations d'ailleurs affichent leur mission en grand au sein de l'organisation, ou alors certaines également, Philippe nous en parlait la dernière fois, intègrent la mission de l'organisation dans les documents, donc pour le conseil d'administration à titre de rappel, parce que c'est toujours bon justement de se rappeler et de savoir exactement la raison d'être finalement de ce qu'on fait et des services qui sont offerts. Comme deuxième point pour mobiliser les membres sur le CA, c'est de faire une évaluation des expertises et voir des expertises des gens qui sont sur le CA et de voir s'il y a une complémentarité entre ces expertises-là. Donc, il y a un outil qu'on appelle la matrice de compétences qui peut vraiment aider à faire cette évaluation-là. Et la matrice de compétences, en fait, ça peut prendre diverses formes, mais c'est un document qui va être le portrait collectif de toutes les connaissances, en fait, qui sont sur le CA et les connaissances qui manquent, donc il faut aller chercher. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà vu l'outil prendre la forme d'un fichier Excel où tous les membres étaient invités à aller identifier leur propre expertise, donc finance, droit, technologie de l'information, ressources humaines, etc., pour en citer des exemples. Et ça permet au CA d'avoir une photo des compétences qui sont disponibles, que ce soit techniques ou spécifiques, mais les compétences aussi qui manquent et à recruter. Donc, non seulement ça nous permet de voir quoi aller chercher, mais aussi s'il y a un membre qui quitte, par exemple, moi, si je dis je quitte un CA, ils peuvent aller voir qu'est-ce que j'ai documenté, donc connaissances fiscales, comptables, et tout de suite, on peut voir, OK, s'il n'y en a pas un autre sur le CA, est-ce qu'il fallait aller approcher des gens qui ont ces connaissances-là? Donc, c'est vraiment un outil très utile. Je le sais, en étant sur certains CA, je sais que dans le milieu artistique, certaines petites organisations peuvent avoir beaucoup d'artistes sur le CA. Donc, c'est une façon de voir ce qui manque du côté comptable, développement des affaires, d'autres expertises qu'on devrait aller chercher. Pour continuer dans la matrice de compétences, donc non seulement ça peut aider à identifier tout ce qui est expertise technique, mais ça donne aussi une bonne image d'autres données, si je peux dire, pour voir quel type de personnes, quel type de parcours de personnes qu'on a sur notre CA. Donc, on peut voir, par exemple, si les gens ont une certaine expertise dans un certain secteur d'activité. Par exemple, des fois, on peut voir un membre du CA qui a de l'expérience avec communication avec les médias, donc qui sait comment approcher les journalistes. Donc, on peut identifier ça ou voir si on a besoin de ça. Les types professionnels, donc des CPA, des avocats, etc. Aussi les tranches d'âge. On peut demander aux gens d'identifier leur groupe d'âge et puis ça permet de voir s'il y a une tendance d'avoir plus des gens de beaucoup d'expérience ou si on a aussi des jeunes.
parce que le bon mélange de personnes, d'expérience et de jeunes va faire qu'il va y avoir de nouvelles perspectives et tout ce qui est la diversité aussi. Donc, la diversité de genre, la diversité ethnoculturelle, ça va permettre de voir c'est quoi la situation actuelle et où est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc, comme vous pouvez voir, la matrice de compétences, ça peut être un outil vraiment formidable pour supporter tout ce qui est les objectifs en termes de complémentarité, de parité, de diversité. Pour avoir une idée de qui qu'on a dans l'assistance, je vais inviter à l'auditoire dans la fonction chat de répondre à la question. Je suis curieux à savoir qui utilise dans leur organisation actuelle une matrice de compétences ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, est-ce que vous pouvez aller dans la fonction chat et juste dire oui ou non si vous avez une matrice de compétences en ce moment? OK. Je vois qu'il y a de oui, non. Ça répond vraiment oui, non, oui, non, oui, non. Okay, donc, il y en a qui sont en train de la mettre en place. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est un outil. C'est un outil qui peut vraiment aider à voir c'est quoi les besoins, en fait, d'expertise et quoi aller chercher. Oui, et d'ailleurs, nous allons cet après-midi vous envoyer le questionnaire d'évaluation du webinaire, mais on va vous envoyer aussi tout un coffre à outils qui va inclure deux modèles de matrice de compétences. Donc, pour celles et ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont encore jamais utilisé, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Donc, on a, je pense, 6 ou 7 personnes là, que j'ai vues qui ont indiqué soit utiliser une matrice ou être sur le point d'en utiliser une. Il faut savoir aussi que dans certains cas, ça peut transparaître dans vos règlements généraux. Par exemple, si vous souhaitez avoir des gens de différents secteurs d'activité, ben même comme je pense le Conseil des arts a au sein de son conseil d'administration, donc dans les différents secteurs artistiques. Donc, ça peut être une façon de dire, ben, on veut avoir quelqu'un de différents collèges électoraux. À Concertation Montréal, on procède de cette façon-là. Donc, on a 8 collèges électoraux. Donc, on s'assure d'avoir une représentation de chaque secteur. Il y a des organisations également qui peuvent avoir un siège dédié pour une personne de moins de 35 ans, comme on le voit dans plusieurs CA de sociétés d'État maintenant que la loi est passée, certains sièges réservés pour des groupes au sein de la population, au sein des utilisateurs de services. Donc, ça peut être un bon complément, mais cet outil-là, même s'il n'est pas fait de façon aussi structurée que ce qu'on voit ici, ben ça vous aide quand même à préparer vos prochains recrutements puis vous assurer d'avoir une équipe qui est diversifiée à tous les niveaux. Parce que lorsqu'on a des gens qui se ressemblent trop au sein d'un conseil d'administration, souvent on arrive rapidement à des consensus, on prend des décisions un peu plus vite. Ce qu'on peut identifier comme étant de l'efficacité, ben, c'est également une prise de risque pour vous direz d'autres personnes, parce que lorsqu'on trouve trop vite un consensus, des fois c'est parce qu'on n'a pas vu certains angles morts qu'on aurait pu peut-être identifier avec l'aide de gens qui ont un bagage professionnel, culturel, générationnel ou autre différent du nôtre. Absolument, Philippe. Et puis d'ailleurs, la matrice de compétences, faire cet exercice, en tout cas, d'identifier les profils disponibles actuellement, mais aussi le mandat des personnes qui siègent au CIA, dont le mandat va se terminer. Puis c'est aussi des expertises qui vont partir, donc il faut aussi les prévoir à l'avance et avoir une bonne idée justement de qu'est-ce qu'on souhaite et de quoi on aurait besoin. Eh bien, ça va aider effectivement dans le processus de recrutement et ça va également aider à rédiger un mandat attractif, c'est-à-dire l'appel à candidature. Alors, lorsque vous êtes à cette étape-ci, posez-vous la question simplement, que viennent chercher des personnes qui souhaiteraient s'impliquer dans le conseil d'administration.
mettez-vous à leur place, et le fait de se mettre à la place, ça va vraiment permettre de donner de penser à des éléments qui devront figurer dans l'appel à candidature. Alors souvent, les personnes qui veulent s'impliquer, qu'est-ce qu'elles souhaitent? Elles souhaitent, eh bien, s'impliquer socialement, redonner à la société. Elles veulent aussi mettre à contribution leurs compétences, leur expertise, mais elles veulent aussi développer leur réseau. Elles veulent aussi se développer professionnellement, elles veulent acquérir des nouvelles connaissances, elles veulent se développer. Donc, en ayant en tête toutes ces informations-là, eh bien, on s'assure de mettre des informations qui vont susciter l'intérêt des personnes qui vont lire nos appels à candidature et leur donner le goût d'appliquer. En général, dans un mandat, il y a vraiment des informations qui doivent absolument figurer. On parle présenter votre organisme, par exemple, mission, votre vision, les profils que vous recherchez. Donc, quand c'est vraiment qu'est-ce que vous recherchez comme profil, puis là, l'exercice d'avant a été très utile. Les exigences et les engagements attendus. Ça aussi, souvent, les gens ne le savent pas, et puis ils intègrent un CIA, puis ensuite ils demandent le nombre de rencontres. Alors c'est bien d'avoir toutes ces informations avant, le nombre de rencontres attendues. Si les personnes doivent également, et c'est obligatoire, s'impliquer au sein de comités, donc vous devez aussi le leur dire dans l'appel en candidature. Vos engagements également en matière d'équité, diversité et d'inclusion. Alors ça, c'est vraiment important si vous souhaitez justement recruter davantage de personnes issues de la diversité. Et parfois, la petite phrase que vous allez pouvoir ajouter dans votre appel à candidature, comme par exemple, vous dites que vous êtes sensible aux questions de diversité et d'inclusion et que vous encouragez les personnes issues de la diversité à poser leur candidature, vous pouvez le faire. Eh bien, ça va donner une indication à la personne issue de la diversité de se dire « Oh, bah tiens, cette organisation est vraiment ouverte, je trouve qu'il y a une ouverture et puis je me sens vraiment à l'aise de déposer ma candidature. » Et enfin aussi, s'il vous plaît, décrivez un peu le processus de candidature, à qui il faut que la personne envoie sa candidature, et prévoir surtout, et je sais que ma collègue Sonia, qui travaille justement pour le service de banque de candidature de la diversité, le répète souvent, assurez-vous d'assurer au moins de garder une période d'au moins 6 semaines pour votre appel à candidature, parce que les appels à candidature de 2 semaines, c'est vraiment pas suffisant pour, d'une part, permettre à votre appel à candidature qu'il joigne différents réseaux, mais également le temps à la personne de faire sa vérification diligente, de mettre à jour son CV, de mettre à jour son profil LinkedIn. Tout ça, c'est du temps. Et donc, il faut donner le temps au temps. C'est très important. Et quand on fait les choses de manière précipitée, malheureusement, on n'a pas les résultats escomptés. On peut pas, le recrutement, ça se fait pas exactement au moment où on l'a décidé. Et pour ceux qui l'ont vécu savent exactement que ça prend du temps et qu'il faut s'y prendre à l'avance. Le deuxième élément, c'est de diversifier les canaux de diffusion. Souvent, j'ai des organisations qui me disent, mais Nabila, moi, je diffuse mes appels à candidature, mais seulement, il n'y a aucune personne issue de la diversité qui applique. Je ne comprends pas pourquoi on est ouvert. Alors, il faut regarder vos canaux de diffusion, parce que c'est sûr que si vous utilisez toujours les mêmes canaux, ça va être toujours les mêmes personnes que vous allez rejoindre. Alors, assurez-vous que votre appel candidature va se rejoindre, va pénétrer différents réseaux, et sachez que à Concertation Montréal, nous avons un service de la banque de candidature de la diversité. Vous pouvez justement héberger votre appel à candidature sur notre site internet, et nous pouvons diffuser votre appel à candidature au sein de notre banque de candidats et de candidates issus de la diversité, mais également à travers notre large réseau et à travers les différentes plateformes de Concertation Montréal. Et Virginie, justement, ma collègue Virginie Quentin-Diarra va vous partager le lien de notre site internet où vous allez justement pouvoir avoir accès aux informations que je viens de donner. Ensuite, un autre élément,
important, eh bien, c'est de faire attention aux biais, aux angles morts lors des entrevues de sélection. Nous avons tous nos propres biais. En prendre conscience, c'est aussi une façon d'être vigilant, c'est aussi une façon de prendre du recul et de se décentrer par rapport à la situation. Il faut aussi essayer bien de s'entourer de d'autres personnes, inviter d'autres personnes à rejoindre le comité de sélection, ne pas être tout seul, afin de varier justement les perspectives. Ce qui est aussi très important dans la mobilisation des membres du CA, eh bien, c'est l'accueil. Donc, comment on va accueillir nos nouveaux membres, comment on va assurer leur processus d'intégration au sein de l'équipe. Alors, il n'y a vraiment pas de recette miracle ou magique pour accueillir. Je pense que chaque organisation va justement instaurer un programme d'intégration qui lui ressemble et qui va faciliter justement l'intégration des nouveaux membres. Alors, quand un nouveau membre intègre le CA, on lui remet le cartable qui contient des informations extrêmement importantes pour justement prendre connaissance de toutes les informations et de prendre connaissance de l'organisation, de son plan stratégique, de ses enjeux. Alors, dans cette trousse-là, on trouve les règlements généraux, les politiques de l'organisation, les procès-verbaux de la dernière année. On y trouve également les rapports annuels, les plans d'action, plans stratégiques. On y trouve également le calendrier des prochaines rencontres et les coordonnées et des membres du conseil d'administration. Faut idéalement également prévoir une rencontre d'information, pouvoir présenter le nouveau membre aux membres du CA et avoir une rencontre. En général, cette première rencontre-là se fait en présence de la présidente ou du président du CA, accompagné de la direction générale qui va accueillir la nouvelle administratrice et qui va lui remettre les documents et qui va lui présenter l'organisation et pouvoir répondre à toutes les questions. Il y a une stratégie qui fonctionne très très bien et que beaucoup d'organisations ont mis sur pied, c'est de jumeler un ancien ou une ancienne administratrice avec le nouveau membre du CA. Alors ça, c'est vraiment c'est un plus pour le nouveau membre qui se joint à l'équipe de pouvoir justement bénéficier de conseils, d'avoir quelqu'un qui peut lui répondre, qui peut répondre aux questions, qui peut lui consacrer du temps également. Alors c'est une pratique qui porte fruit. Également, ne pas hésiter à faire des rencontres de suivi, s'assurer que tout va bien, s'assurer d'avoir la rétroaction des nouveaux membres. J'ajouterais, Nabila, oui, bien sûr. Si je revenais à la oui. J'ajouterais, en plus de la rencontre d'information officielle et la présentation aux membres ou tout ce qui se fait au début dans un cadre plus structuré, de ne pas hésiter de faire des rencontres informelles, surtout si c'est permis par la COVID, mais d'aller prendre un café ou d'aller manger avec des membres du CA juste pour développer le côté humain parce qu'à la fin, comme Julien a dit plus tôt, un CA, c'est un regroupement de personnes, puis s'il y a une certaine connexion humaine, ça va faire qu'il va y avoir de plus riches échanges par la suite. Donc, moi, j'encourage les membres avant de s'engager dans un CA et vice-versa, de au moins se rencontrer avec certains membres dans un contexte hors CA, plus informel en fait. Absolument. Excuse-moi, Nabila, aussi, moi je reviendrai sur la précédente, ça amène beaucoup de commentaires, mais il faut préciser qu'un conseil d'administration qui accueille bien les candidats ou candidates issus de la diversité, ben, généralement, le dispositif ou les processus qu'on met en place vont servir à tous les nouveaux membres de votre conseil d'administration. Donc, ce ne sont pas que des besoins des administrateurs et administratrices issus de la diversité. Tout le monde va apprendre quelque chose et de documenter, de donner des outils, donner de l'information, c'est fondamental parce que
généralement, quand les candidats arrivent, puis on sent que l'information arrive au compte-gouttes, ça amène certains doutes. On se demande pourquoi j'ai pas de chiffres, pourquoi on me dit que tout va bien, mais j'ai pas accès aux données financières, tout ça. On l'a vu plus tôt, les gens engagent leurs responsabilités légales, donc elles peuvent légitimement s'attendre à ce qu'on leur donne leur juste. C'est pas parce que l'organisation est en difficulté que vous ne trouverez pas de membres de conseil d'administration, mais ce ne seront peut-être pas les mêmes personnes. Il y a des gens qui sont prêts à se retrousser les manches puis à accompagner une organisation qui fait face à des défis, mais on aime ça le savoir en commençant. Donc vraiment de communiquer l'information, les questions qui touchent à la diversité, on le sait depuis une année et demie, depuis des incidents tragiques aux États-Unis, il y a beaucoup d'organisations qui se repositionnent, mais les candidats qui sont issus de la diversité se demandent est-ce que c'est fait là, parce que c'est dans l'air du temps ou est-ce qu'il y a vraiment un engagement de l'organisation pour faire une place à la diversité. Donc, ça se peut qu'on vous questionne. Les gens qui vont siéger ou qui aspirent à siéger dans votre CA ont peut-être eu d'autres expériences ailleurs qui n'ont pas été concluantes. Donc, peut-être qu'ils vont vous poser des questions sur les valeurs de l'organisation, sur ce que vous faites pour mettre en place, ce que vous faites pour les accueillir, les intégrer, parce que c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, tous ces éléments-là, je pense que le temps que vous investissez à l'accueil est fondamental, puis ça va faire en sorte que les gens qui vont rejoindre votre CA vont se sentir accueillis, intégrés. Puis on a parlé tout à l'heure un peu de la question du fit. C'est important d'avoir, disons, un bon fit, une bonne relation avec les gens, mais le fameux fit, des fois, ça peut être un facteur d'uniformité du CA parce qu'on est plus à l'aise avec les gens qui nous ressemblent beaucoup, qui ont étudié dans le même domaine que nous, dans la même université. Donc, oui, d'accord pour la bonne entente, mais il ne faut pas non plus chercher les doubles de nous-mêmes. Il faut faire une place aussi à des gens qui ont des perspectives, des expériences différentes. Une façon d'y parvenir, c'est d'avoir dans votre comité de sélection là, des gens qui proviennent de différents groupes, de différents parcours professionnels, différentes origines, puis ça va permettre peut-être justement, comme on l'a vu, d'éviter certains angles morts ou des biais qui vous feraient passer à côté de candidatures intéressantes qui auraient pu contribuer à l'organisation. Très bien. Merci Philippe. Donc une fois qu'on a recruté, une fois qu'on a accueilli, bien faut pas penser que ça y est, le travail est terminé. Non, non, non. Attention, faut vraiment s'assurer, bien que les personnes, bien se sentent bien, comme Ruben le mentionnait, puis Philippe également, et avant eux, Julien Valmarie. Effectivement, c'est important que les gens aient du plaisir à se rencontrer et à travailler ensemble, parce qu'on le sait très bien. Puis là aussi, il y a eu de nombreuses études qui ont démontré qu'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, ça nous permet d'être bien, d'être heureux et d'être même plus performant. Alors très important qu'il y ait une bonne chimie entre les membres du CA et d'avoir des occasions justement de réseauter et de se connaître davantage, ça renforce les liens également. Donc permettre aux membres du CA d'exercer leur leadership. N'oubliez pas que c'est un élément qui motive leur implication et le fait qu'ils s'engagent dans un CA, parce que s'ils peuvent pas justement exercer leur leadership, qu'ils peuvent pas justement faire bénéficier de leur expérience et des connaissances qu'ils ont, bien ça peut entraîner peut-être à certains moments une démotivation. Leur permettre également de rayonner. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure et j'aurais dû quand j'ai parlé de l'appel à candidature, mais un aspect très important, c'est mettez à jour votre section du site internet. Donc, les membres de votre conseil d'administration à s'assurer de mettre le nom, pourquoi pas la photo puis la biographie des membres de votre CA, parce que vous leur offrez justement une tribune. Et pour les personnes justement qui s'intéressent aussi à votre organisation, qui souhaiteraient siéger, vont faire leur vérification diligente et vont aller regarder votre site internet. Et si cette section-là n'est pas à jour, ça va pas être très positif pour l'image de l'organisation. Alors, mais
s'assurer de mettre à jour ces informations et puis ne pas hésiter également à donner, à permettre au fait aux membres de votre CIA à représenter votre organisation à certains événements. Par exemple, que ces personnes-là vont prendre la parole si vous organisez des événements et elles vont justement parler au nom de l'organisation. Donc ça aussi, c'est une façon de les faire rayonner et c'est aussi une façon de les remercier de leur engagement au sein du conseil d'administration. À Concertation Montréal, d'ailleurs, c'est une démarche que nous faisons, je pense, Philippe, depuis un an, je pense, où il y a à tour de rôle, nos membres du CA sont mis à l'honneur et donc une biographie, un texte est partagé dans nos réseaux sociaux. Je pense que ça fait un an. Oui, c'est ça, on l'a commencé, puis on réalise que il y a peu d'occasions qu'on a pour mettre en valeur là, les gens qui contribuent à aux discussions au conseil d'administration. Des fois, c'est ça, c'est dans une section du site Internet, mais de souligner leur contribution, de souligner les départs aussi lorsque quelqu'un a été longtemps au sein de l'organisation, c'est toujours apprécié. Puis des fois, c'est difficile parce que le conseil d'administration peut difficilement se féliciter lui-même. Donc, c'est un peu le rôle de l'équipe de direction de mettre de l'avant le conseil d'administration, tout comme le conseil d'administration peut faire en sorte là, que l'équipe de la direction et les employés de l'organisation, les bénévoles aussi, là, bénéficient d'un bon rayonnement. Moi, ce que je vois des fois aussi, ce que j'ai vécu avec Microcrédit, c'est à l'embauche, quand il y a un nouveau membre, l'organisation peut mettre dans les médias sociaux qu'un nouveau membre s'est joint à son CA et ça donne une bonne visibilité à la personne, mais aussi à l'organisation dans les réseaux de cette personne-là. Donc ça peut être une autre façon de faire rayonner les membres et ça bénéficie le membre et l'organisation. Exactement. Et je terminerai avec le fait de permettre justement aux membres de votre CIA de développer leurs compétences, donc bénéficier de formations à l'occasion, leur offrir des livres également. Et aussi, tout comme des employés, des administrateurs, ne pas hésiter aussi à souligner leurs bons coups, à les remercier pour leur contribution et le faire aussi entre administrateurs et administratrices. Si on voit qu'un collègue à nous s'est vraiment démarqué, on a aimé la façon qu'il a dressé des questions ou alors on a vraiment apprécié la façon qu'il a eu ou qu'elle a eu de rallier tous les membres ensemble, alors il faut pas hésiter à le dire. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Le président ou la présidente peut aussi avoir ce rôle-là de féliciter, de remercier et de témoigner au fait de la reconnaissance et témoigner de l'impact que ces gens-là ont au CA et de leur contribution. Nous passons à notre dernier point qui est donc, nous avons regardé quels étaient les éléments clés pour une gouvernance efficace. Nous avons abordé le point des stratégies qui vont mobiliser davantage nos membres du CA. Et nous allons regarder à présent, parce qu'on ne veut pas seulement un CA efficace, on veut pas seulement que nos membres soient engagés, on veut aussi et surtout que notre CA y soit performant. Et pour ça, ça prend une organisation très efficace des rencontres du CA. Ça prend également un rôle actif des comités, une distinction claire entre la gestion et la microgestion, un processus d'évaluation du CA et enfin, et pas le moindre, une bonne représentation de la diversité au sein du CA. Donc, pour le premier point, pour s'assurer que notre CA soit performant, c'est de rendre les rencontres en fait efficaces et performantes. Donc, par rencontre efficace, le premier point qu'on peut regarder, c'est la gestion du temps. La majorité des personnes qui s'impliquent dans les CA, c'est souvent de façon bénévole et il y a beaucoup de rencontres qui se font le soir et donc ou très tôt le matin. Donc, le respect du temps est vraiment important
pour permettre aux gens de pouvoir après aller s'occuper de leurs obligations professionnelles, personnelles ou familiales. Pour avoir une bonne gestion du temps, ça commence par des rencontres qui commencent à l'heure. Donc, des fois, les gens sont occupés, il peut y avoir des retardataires et on peut voir certaines rencontres où le CA décide d'attendre les retardataires. Ça peut se faire pour quelques minutes, mais si ça se fait trop, ce que ça fait, c'est qu'après, ça vient avoir un impact sur la durée de la rencontre qui peut finir plus tard aussi. Donc, une recommandation générale, ça serait de toujours commencer à l'heure, même s'il y a des retardataires, parce que non seulement ça va permettre de finir à l'heure, mais aussi c'est un peu un message pour les retardataires de comprendre qu'ils doivent arriver à l'heure, sinon la rencontre va malheureusement commencer sans eux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir un ordre du jour très structuré. Parce qu'un ordre du jour, qui est un peu l'agenda de la rencontre, c'est ce qui va encadrer la réunion, c'est ce qui va permettre à tout le monde de voir où est-ce qu'on se dirige. Et ça sert aussi de guide pour le président du CA qui anime la rencontre, de voir c'est quoi les points qui sont à discuter. Donc, un ordre de jour structuré, en général, ça va lister les points qui sont à discuter, les informations, les décisions qui sont à prendre. Et aussi, c'est pratique courante aussi de voir, de mettre une durée à côté de chaque point. Par exemple, introduction 5 minutes, tel point, ça va prendre 10 minutes. Donc, en mettant une structure de non seulement la liste des points à discuter, mais aussi le temps que ça va prendre, ça permet de s'engager à finir à l'heure, mais ça rassure aussi les gens que, par exemple, un CA le soir, on ne va pas y passer la nuit. Donc, c'est un peu un engagement et ça rend les personnes plus motivées à être dans cette rencontre-là. Ce qui est recommandé, c'est de discuter des sujets plus importants au début, parce que justement, ces rencontres-là, il peut arriver qu'ils soient longues. J'ai déjà été dans le CA de 2 heures, mais qui commençait à 7 heures le soir. Donc, on parle de 7 à 9. Veut ou pas, si on a une journée très occupée, on est fatigué vers la fin de la soirée. Donc, mettre les points cruciaux au début, on va s'assurer d'avoir l'attention des gens pour les points qui nécessitent toute leur attention et des décisions importantes. Très important aussi de, si possible, communiquer cet ordre du jour-là à l'avance, mais aussi joindre à cette communication à l'avance tout document de support qui va être nécessaire pendant la rencontre. Donc, on peut parler, par exemple, si c'est une rencontre où on va regarder le budget, les états financiers, s'il y a un projet qui va être mis en place, les coûts et les échéanciers de ce projet-là, s'il y a des documents préparés par la direction, l'envoyer quelques jours à l'avance ou une semaine à l'avance avec l'ordre du jour aux membres du CA va leur permettre de se familiariser avec ce qui va être discuté, de réviser les documents et d'être mieux préparés pour la rencontre. Et donc, la rencontre va être beaucoup plus efficace de ce côté-là. Pour ce qui est des procès-verbaux, donc après une rencontre en général, il faut qu'il y ait un sommaire des discussions, il faut qu'il y ait un document où c'est documenté les discussions, les débats et aussi les décisions qui ont été prises. Et souvent, ce sommaire-là, ça prend la forme d'un procès-verbal. Donc, un procès-verbal, c'est un document écrit qui est un résumé de la rencontre. Ce n'est pas nécessairement une description mot par mot de ce qui a été dit, mais ça montre très clairement quelles ont été les interventions, quelles ont été les décisions, les suivis à faire. Donc, c'est un bon résumé et ça permet aussi de garder en mémoire tout ce qui a été discuté, un peu le témoin du processus décisionnel de l'organisation. Comme deuxième point, excusez-moi, pour que le CA soit performant, c'est qu'il y ait des comités qui prennent leur rôle de façon activement. Donc, je vais laisser ma collègue Nabila. Exactement. Alors, les conseils d'administration doivent se doter de comités qui vont soutenir la gouvernance d'une organisation. La plupart des organisations vont nommer au moins 3 comités statutaires et ce sont ceux qui figurent ici, donc le comité d'audit ou de finance, le comité des ressources humaines ou le comité de gouvernance. Les comités
comités relèvent du CA et ils existent justement pour aider le CA à mener à bien ses responsabilités. La majorité du temps, les comités du CA sont formés d'administrateurs et d'administratrices et ils servent à approfondir des questions et ils font des recommandations au CA. Alors, ils ne prennent pas de décision, les comités, à moins que ce soit stipulé dans les règlements généraux, mais ils ne prennent pas des décisions, ils font rapport justement de leurs travaux lors de la rencontre régulière du conseil d'administration. Donc il y a aussi des comités opérationnels. Les comités opérationnels, ils sont composés de bénévoles et ils vont justement servir à soutenir la direction générale et non pas le conseil d'administration. Donc là est la différence justement. Et il peut y avoir, et il n'y a pas d'administrateur ou d'administratrice, il pourrait y en avoir, cela dit, mais les comités opérationnels peuvent fonctionner uniquement avec des bénévoles qui ne siègent pas au sein du CA. Et d'ailleurs, certaines organisations, ce qu'elles font de leur stratégie justement pour se constituer un bassin de futures candidates et candidats potentiels à siéger au sein du conseil d'administration, eh bien, c'est de les inviter à rejoindre ces comités opérationnels-là, de manière à justement les connaître, à s'assurer qu'elles se familiarisent avec l'environnement de travail, et puis qu'ensuite, quand le moment viendra justement de combler des besoins, de combler des postes au sein du CA, eh bien, ça va être les meilleures personnes pour cela. Alors, ça, c'est un des éléments. Voilà. Alors le comité d'audit, eh bien son rôle, c'est d'examiner, de faire une surveillance rigoureuse de l'information financière. Il va examiner en détail les états financiers, les prévisions budgétaires. Le comité des ressources humaines, en général, il va être en charge justement du recrutement de la direction générale. Il va aussi être en charge de l'évaluation de rendement. Il va être aussi responsable de la mise en place de politiques des ressources humaines et voilà, tout ce qui a trait au recrutement, mise à jour de la politique des ressources humaines, eh bien, c'est discuté dans le cadre de ce comité. Et le comité de gouvernance ou comité de gouvernance et d'éthique, parfois il y a les deux ensemble, eh bien, ça sert à effectuer justement une vigie des pratiques de saine gouvernance, à proposer des règles de gouvernance, d'éthique aussi. Souvent aussi, ce comité-là va définir la politique d'accueil s'il y en a une et d'intégration des nouveaux et nouvelles administratrices et inclut aussi les formations qui pourraient être justement données en éthique et en gouvernance. Nabila, peut-être aussi, il y a quelqu'un qui demandait le rôle de la direction dans les comités. Donc, évidemment, oui, la direction générale ou la coordination peut participer et devrait, dans bien des cas, là, pour fournir l'information nécessaire. Puis on rappelle que ce sont des comités qui vont faire des recommandations au conseil. Donc, la décision n'est pas prise en comité, à moins que ce soit un comité exécutif. Mais là, ça, c'est une autre histoire. Et au niveau des comités, il y en a qui disent si un point doit prendre plus de 30 minutes au conseil d'administration, donc un point qui revient régulièrement, ben, idéalement, il aurait dû être préparé dans un comité au départ qui va fournir peut-être des recommandations, qui va proposer 2 scénarios dont il aura sous-pesé les pour et les contre pour réduire la durée de la rencontre du CA. Évidemment, le rapport du DG ou de la DG, c'est souvent un point assez important au conseil d'administration, mais mis à part ce point, les autres éléments devraient être traités de façon assez courte. Cela dit, dans les rencontres de CA, il peut y avoir aussi une fois par année où on travaille sur la question de la stratégie, la gestion de risque. C'est bien de le faire, mais si un point est récurrent et toujours très long, probablement que ça nécessite une réflexion dans l'organisation. Du côté des comités opérationnels, donc pour soutenir la direction générale, Nabila le soulignait tout à l'heure, mais ça veut dire aussi que si vous êtes
administrateur est dans un de ces comités pour un événement bénéfice ou autre, bien là, vous enlevez votre casquette de membre de CA et vous êtes, c'est la direction générale qui va coordonner, puis vous allez être là au même titre que n'importe quel autre bénévole dans le comité. Donc, il faut vraiment pas mélanger les choses. Vous n'êtes administrateur ou administratrice qu'au moment où vous êtes en rencontre de CA ou dans un comité qui alimente le conseil. Absolument, Philippe. Merci d'avoir ajouté ce point-là. Et aussi une distinction entre les opérations et la gouvernance. Alors bien évidemment, cette distinction va être en fonction de l'organisation, va être en fonction de sa taille, va être en fonction aussi de son secteur d'activité. Certaines organisations, il y a aucune personne salariée qui travaille pour l'organisation. Alors vous comprendrez que c'est les membres du CA qui vont aussi assurer le volet opérationnel. Donc il va pas y avoir une distinction claire. Donc ça va être vraiment en fonction de la réalité de l'organisation, mais de manière générale, donc la direction générale est chargée du volet des opérations. Donc ce sont les activités quotidiennes, le plan opérationnel, on parle de gérer les équipes, appliquer les politiques et mener les actions. Et du côté de la gouvernance, eh bien là, c'est plus un rôle macro, établir la mission, les valeurs, les orientations stratégiques. Ça relève du conseil d'administration. Surveiller le développement du plan stratégique, adopter les politiques, mesurer les résultats. Tout ça, ça va relever du conseil d'administration. Philippe, par rapport à la spécificité justement des organismes artistiques professionnels, est-ce que justement, est-ce qu'il y a une distinction claire ou qu'est-ce qu'on retrouve la majeure partie du temps? C'est très variable selon le type d'organisation, mais la réflexion que le conseil d'administration va avoir dans la stratégie, on ne peut pas la transposer dans l'univers créatif. Là, le conseil d'administration ne devrait pas et ne doit pas dicter les décisions artistiques. Il y a une équipe qui est là pour ça, donc c'est important de bien expliquer les choses aux nouveaux membres de CA. Là, jusqu'où leur rôle va aller. On sait que dans certaines organisations, il y a des habitudes peut-être d'avoir un CA un peu plus près des opérations, mais ce n'est pas le cas partout. Si vous trouvez que souvent on dit quand on est dans un conseil d'administration, on dit nose in, fingers out, là, le nez dedans, mais les mains à côté. C'est très important parce qu'un CA qui a les bras un peu trop dans le quotidien de l'organisation, ça finit par être lourd, ça prend du temps, ça étire les réunions, puis ça dérange aussi l'équipe de la direction. Donc, c'est bien important, si vous constatez en tant que directrice générale, directeur général, coordonnateur, coordonnatrice, que votre CA est peut-être un peu trop hands-on, d'en parler avec la personne qui occupe le rôle de président. Présidente pour peut-être voir comment rétablir les choses et le président ou la présidente a la responsabilité face aux membres de son CA de réagir lorsque quelqu'un arrive là, dans le petit détail, notamment sur des questions là, du quotidien de l'organisation. Parce que lorsqu'on tolère ça, ça devient une habitude au conseil d'administration, ben, c'est du temps qu'on consacre à des détails qui n'est pas consacré à d'autres enjeux beaucoup plus importants. Très bien, merci Philippe. Aussi, une des conditions gagnantes, un élément important, c'est le processus d'évaluation du conseil d'administration et de la direction générale. Pourquoi c'est important? Parce que justement, c'est un moment privilégié pour les membres du CA de faire une introspection sur leurs contributions, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et il s'agit vraiment ça permet justement de faire un petit peu un bilan et puis de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et même si le conseil d'administration fonctionne très très bien, il y a toujours matière à améliorer les choses et rien de mieux qu'instaurer justement un processus d'évaluation. Alors,
un des éléments, ça va avoir un huis clos. Certaines organisations systématiquement, après chacune des rencontres du conseil d'administration, un huis clos. Ce n'est pas une pratique qui est largement pratiquée par d'autres organisations. Parfois même, elle peut être même un petit peu commence à regarder un petit peu avec je dirais pas dédain, mais ce serait quoi le terme, Philippe? Peux-tu m'aider? Disons avec frilosité peut-être par la direction générale, mais un huis clos peut-être à l'occasion permet aux membres du CA de faire un retour sur les rencontres, sur la qualité des rencontres, sur l'organisation des rencontres, sur s'ils ont trouvé que ça a été efficace, que les objectifs ont été atteints de la rencontre. Alors avoir un huis clos, même si on l'a pas de façon systématique, peut-être la prévoir à l'occasion, ça permettrait d'avoir un petit peu ce retour-là et les rétroactions des membres du CA. Évaluer aussi le rendement de la direction générale. Bon, quand même, de plus en plus d'organisations intègre cet élément-là dans la gouvernance et aussi l'évaluation du CA et des rencontres. Ça aussi, c'est un élément qui va justement permettre à l'organisation de voir où ça fonctionne bien, puis de voir où est-ce qu'il faudrait peut-être davantage travailler, davantage mettre de l'énergie, revoir certains aspects. Alors, processus d'évaluation, puis après, c'est à l'organisation de décider quel est le mode qui va lui convenir le mieux, mais avoir un processus et vraiment sert à tous les niveaux à améliorer la performance du conseil d'administration. Enfin, notre dernier point, et puis c'est pas le moindre, avoir une bonne représentation de la diversité au conseil d'administration. Alors, vous savez, augmenter la représentation des minorités racisées au sein des conseils d'administration est une priorité pour Concertation Montréal. Et au fait, l'enjeu est de taille parce que même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis dans ce sens, même s'il y a eu beaucoup d'initiatives également, eh bien, les études nous démontrent qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là et qu'il y a beaucoup d'organisations où il y a une sous-représentation des membres de la diversité. Et ici, quand on parle de diversité, on parle de personnes racisées, minorités visibles, dépendamment du terme qui est utilisé. Donc, sont loin de représenter la diversité de la population montréalaise. Alors, avant de essayer à aller tout de suite recruter des membres issus de la diversité, eh bien, c'est important de prendre du temps, puis c'est important de se poser des questions, puis c'est important aussi de discerner diversité, inclusion, parce que c'est pas parce qu'on va aller chercher des nouvelles personnes au sein de notre CA, des personnes racisées au sein de notre CA, qu'on va forcément être une organisation ouverte et inclusive. Alors, quand on parle de diversité, eh bien, on parle d'un fait, on fait référence aux caractéristiques personnelles, ça peut être justement le genre, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, si on est une personne autochtone ou pas, une personne issue de minorité ethnoculturelle. Donc c'est tout cet éventail-là auquel on fait référence quand on parle de diversité. Et puis quand on parle d'inclusion, l'inclusion c'est l'environnement, c'est le sentiment d'appartenance que les personnes vont ressentir, c'est le sentiment de se sentir justement respecté, valorisé, où chacun et chacune va pouvoir être authentique dans son milieu de vie, dans son milieu de travail, au sein du conseil d'administration, et qui vont sentir qu'ils vont avoir la même considération et la même possibilité d'interagir. Voilà. Et parce que tout à l'heure aussi Philippe en disait, faites attention parce que peut-être certaines personnes peuvent parfois sentir qu'on les a utilisées, qu'on s'est intéressé à elles pour ce qu'elles représentent et non pas pour ce qu'elles ont à apporter. Alors faire attention parce que on peut se sentir
à certains égards utilisé par rapport à ça. Donc, il faut démontrer une volonté réelle et authentique, vouloir vraiment s'engager dans ce sens-là, parce que lorsque on le fait parce que c'est tendance, on le fait parce qu'il faut pour une question d'image, eh bien, ça a démontré, les expériences ont démontré des échecs à ce niveau-là. Il faut aussi un appui inconditionnel de la haute direction. Autrement, on peut démarrer des choses et puis à un moment donné, ça s'arrête là parce que justement, il n'y a pas d'engagement de la direction. Il faut aussi que l'organisation prenne le temps de faire un état de la situation à l'interne, qu'elle réfléchisse, qu'en est-il de la composition de mon équipe, qu'en est-il de la composition du CA, qu'en est-il de la composition de mon membership aussi, qui bénéficie des services de mon organisation, le territoire dans lequel on intervient, etc. Établir aussi des discussions avec les membres de son CA, avec les membres de l'équipe, c'est très important. Et je terminerai avec l'importance aussi d'inclure la diversité et l'inclusion dans les valeurs de l'organisation. Et ces valeurs-là vont teinter chacune des orientations, chacune des actions de l'organisation, et aussi de la planifier dans la stratégie et être vigilant, revoir son processus de recrutement, revoir son processus d'accueil aussi, s'assurer que notre appel à candidature justement n'a pas de biais, notre processus d'entrevue et voir et planifier tout ça aussi dans un plan d'action. Voilà. Puis c'est sûr, on pourrait avoir uniquement sur cette thématique-là, mais c'est pas l'objet de notre webinaire. Et puis je vais laisser Ruben terminer avec justement les points, les avantages d'avoir un conseil d'administration diversifié. Merci Nabila. En fait, pour les avantages, c'est vraiment à se demander le pourquoi de la diversité, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias depuis les événements tristes l'année passée. Donc, en quoi ça bénéficie les organisations et les entreprises qui veulent atteindre une certaine diversité. Donc, en plus de promouvoir l'égalité homme-femme, la lutte à la discrimination, qui sont des raisons nobles pour qu'on puisse tous progresser vers une société meilleure, il y a vraiment des avantages utiles pour les organisations et les entreprises. Donc, en d'autres mots, c'est bon pour les affaires, puis il faut discuter de ça aussi. Donc, là-dessus, le premier point, c'est la diversité. Ça permet un accès à différents points de vue, différentes expériences. Donc, quand on a un échange d'idées diverses, ça peut permettre à ce qu'on résolue des problèmes plus facilement, de façon plus efficace. Donc, ça permet à la fin à une meilleure prise de décision, de meilleures décisions, parce qu'il y a différents avis, différentes perspectives. Donc, là-dessus, quand on parle de choc de perspective, ça crée plus de créativité, plus d'innovation. Donc, quand on parle de créativité, d'innovation, on parle de plus de prospérité pour l'organisation en question et pour l'entreprise en question. D'ailleurs, là-dessus, je vous invite à aller voir sur l'Internet. Il existe plusieurs études qui ont été faites par des grandes firmes de consultation là-dessus. Il y a une étude de McKinsey qui montre, McKinsey, c'est une grande firme de consultation mondiale qui montre que la diversité, en fait, quand ils ont évalué des entreprises, a un impact de 36%, un impact positif de 36% sur les profits de ces entreprises-là. Donc, il y a des études similaires qui ont été faites par Deloitte, par le Boston Consulting Group. Donc, les données sont là pour montrer que la diversité amène beaucoup d'impact positif aux organisations. Un autre point, c'est au niveau des talents. Donc, en élargissant nos perspectives en termes de recrutement vers les bassins de talents où on va chercher des membres potentiels, on peut avoir accès à un bassin qui n'est pas assez utilisé, donc qui ne fait pas partie traditionnellement de nos réseaux, mais que ça peut quand même être des gens qui sont compétents, des gens qui sont motivés, des gens qui ont la mission de l'organisation à cœur. Donc, on vient d'aller chercher un bassin, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, qu'on n'aurait pas pensé automatiquement d'aller chercher. Là-dessus aussi, du côté du candidat, on en a parlé plus tôt, il y a beaucoup de candidats avant de s'engager dans une organisation. Ils vont aller voir c'est qui les membres de la direction, c'est qui
les membres du conseil dans leur vérification diligente. Et il y a certaines personnes talentueuses, compétentes, s'ils ne voient pas quelqu'un qui leur ressemble ou quelqu'un si c'est très homogène, ils peuvent être moins motivés à vouloir s'engager dans cette organisation-là. Donc, on peut perdre certaines personnes talentueuses si on n'essaie pas de travailler sur la diversité. Un autre point aussi, c'est l'ancrage dans la communauté. Donc, on le sait que Montréal, par exemple, c'est une ville très diverse et une organisation qui évolue dans ce milieu-là a avantage à vouloir être l'image de la région, de la localité dans laquelle l'organisation évolue. Donc, une organisation qui représente bien sa communauté, c'est un avantage aussi. Et ça, c'est lié avec le point suivant, les enjeux de légitimité et de représentativité. Si une organisation dessert, par exemple, une population avec un fort taux d'immigration, il faut qu'il y ait des gens de cette communauté de personnes issues de l'immigration, par exemple, sur le conseil, parce que ça va permettre au conseil de comprendre les besoins de cette communauté-là, les sensibilités de cette population-là, par exemple. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple si on a une organisation qui traite de la condition féminine, ça serait très particulier s'il y a seulement des hommes sur le conseil d'administration. Donc, c'est très important d'aller chercher la diversité qui représente la mission de cette organisation-là. Et pour finir, c'est les opportunités d'affaires, parce qu'on ne pense pas toujours à ça aussi, mais aller chercher une diversité au niveau des membres de la direction, mais du conseil en tant que tel, ça donne accès à d'autres réseaux. Donc, quelqu'un qui s'implique dans le conseil souvent met au service de ce conseil-là ou de cette organisation-là son réseau professionnel et personnel. Donc, ça peut créer des opportunités pour l'organisation. Ça peut permettre à l'organisation d'avoir une porte d'entrée dans une communauté, une autre communauté pour aller faire du développement des affaires, par exemple des levées de fonds. Donc, ça vient juste élargir les personnes qui peuvent être des supporters, des supporters ou supportrices de cette organisation-là. Donc, comme vous voyez, c'est pas seulement une question de lutte à la discrimination qui est très important, mais c'est aussi, il y a beaucoup d'avantages pour l'organisation en tant que telle qui puisse atteindre ses objectifs. Très bien, merci beaucoup Ruben, et on arrive au terme de notre webinaire. Pour ce qui est de la mise en place et de la mobilisation d'un conseil efficace et représentatif, mais comme on vous l'a dit en introduction avec Philippe, on est heureux justement de vous présenter les deux programmes que nous avons concoctés pour vous en collaboration avec le Conseil des Arts de Montréal. Donc, un groupe des 20, une cohorte intensive qui va s'adresser aux organismes artistiques professionnels soutenus par le Conseil des Arts de Montréal. Donc, un programme intensif gratuit étalé sur 2 jours complets, le 18 novembre et le jeudi 9 décembre. Ce programme-là intensif s'adresse donc à des administrateurs et des administratrices, mais également des personnes qui siègent à la direction générale et qui souhaitent justement s'outiller, qui souhaitent renforcer leurs compétences en gouvernance et gouvernance inclusive. Et pour cela, eh bien, nous leur offrons un programme intensif sur 2 jours où vous allez avoir différentes formations et activités. Alors, vous allez pouvoir renforcer les capacités donc en gouvernance inclusive. Vous allez pouvoir également bénéficier de formations et d'accompagnement personnalisé par le biais de séances de coaching individuelles. Vous allez bien sûr vous informer sur les bonnes pratiques et acquérir des outils. Et vous allez également avoir la possibilité de recruter des professionnels expérimentés, engagés, issus de la diversité, et aussi faire partie d'une communauté de pratique. Donc, ces 2 jours en question, il va y avoir un lancement qui est prévu le mercredi 10 novembre de 11h30 à 13h30, et la première journée donc de 9h à 16h va porter sur les thématiques suivantes. Donc, la première formation va porter sur les notions et pratiques essentielles en gouvernance.
Ensuite, il va être question du recrutement stratégique grâce à la matrice des compétences, recrutement et rétention, les clés pour assurer la pérennité de son conseil d'administration. Et enfin, une rencontre qui va servir justement à faire une synthèse des différents ateliers et activités qui auront lieu, de rappeler les principaux éléments à retenir et aussi à regarder ensemble les prochaines étapes et les devoirs que les membres auront à faire pour la prochaine rencontre. Ensuite, la deuxième journée intensive aura lieu le jeudi 9 décembre de 9h à 16h. Il va y avoir une formation sur l'équité, la diversité et l'inclusion et la gouvernance inclusive. Une deuxième activité qui va porter sur les bonnes pratiques pour s'engager vers une gouvernance inclusive. Un autre atelier sur la communication dans une équipe diversifiée. Et enfin, comment préparer le retour en force des membres de votre conseil d'administration. Alors tout ça, c'est sur 2 jours. Vous allez donc recevoir l'invitation pour postuler si vous êtes intéressé pour vous inscrire à ce programme-là dès demain. Vous allez être informé, vous allez recevoir un courriel et vous allez pouvoir donc remplir ces formulaires-là. La deuxième activité que nous vous proposons est une activité de réseautage et de jumelage. Philippe, je te laisse la présenter. Parfait, merci. On précise que ça va se tenir en mode virtuel. Pandémie oblige. On aurait bien aimé pouvoir faire ça en présence des organisations, mais ce n'est pas encore possible. Donc, le groupe des 20, on est déjà rendu, donc on termine les activités avec une 3e cohorte. Donc, vous profiterez d'un programme qui a déjà été éprouvé, qui a fait ses preuves. Donc, on espère vous y retrouver en grand nombre. GoCA, c'est un événement qui existe déjà depuis de nombreuses années avec le Conseil des arts de Montréal. On a eu l'occasion d'y participer à quelques reprises dans le passé. On va, avec le conseil, travailler à réunir des candidates issus de la diversité pour une soirée virtuelle le 24 novembre. Donc, je précise aussi, la présentation que vous voyez va vous être partagée, donc ça va faciliter peut-être la prise de notes, ou en tout cas, vous aurez moins de choses à rapporter à votre conseil d'administration. Donc, c'est un événement qui va vous permettre de rencontrer un nombre, disons une vingtaine, 20-25 candidates issus de la diversité. Donc, pour faciliter le recrutement à court ou moyen terme, on sait que certaines personnes travaillent déjà pour le printemps, voire l'automne de l'année prochaine. Donc, le recrutement doit se faire de façon continue. C'est une façon de rencontrer des candidats, de pratiquer votre présentation aussi, comment vous faites connaître votre organisation à des gens qui ont eu peu de contact avec vous, qui n'ont peut-être pas eu la chance de voir vos réalisations jusqu'à présent. Donc, on vous invite avant ça à réfléchir à vos besoins et on va vous envoyer à l'avance les profils des candidates attendus. Il n'y a pas d'obligation de résultat, donc dans le passé, il y a déjà eu des jumelages plus ou moins garantis lors des éditions de GoCA. Cette année, on y va vraiment. C'est une première occasion de discuter, puis par la suite, si le contact est bon, s'il y a un intérêt partagé, vous allez vous fixer un autre rendez-vous, puis éventuellement, ça pourra mener à une présentation du candidat ou de la candidate en assemblée générale. On sait que c'est un processus démocratique qui implique d'autres membres de votre organisation. Donc là, c'est le début de quelque chose qui peut aller plus loin. Et c'est une occasion pour vous aussi de rencontrer des candidates qui, justement, ont des profils différents, qui vont vous parler de ce qui les interpelle au sein d'un CA, puis vous pourrez probablement ajuster votre présentation en tenant compte des motivations des gens qui vont se trouver devant vous. Donc, c'est un événement où vous êtes tous et toutes conviés. On va vous envoyer plus d'informations là-dessus très, très rapidement. Très bien, merci beaucoup Philippe. Aussi,
oublié de mentionner qu'un grand nombre d'organismes artistiques ont déjà pris part au programme du groupe des 20. Et puis, comme Philippe le mentionnait, nous sommes à notre 3e cohorte qui arrive à sa fin d'ailleurs. Mais nous avons eu, juste à titre d'exemple, plusieurs organismes artistiques, Artprime, Montréal Mosaïque, Cahiers de théâtre, de jeux, Art Souterrain, Groupe Le Vivier, La Puce à l'oreille, Les Archipels, Montréal 24-24, Vue sur la relève, Vue et Voix, les éditions S, Production Ballet, Opéra, Pantomime et le Nouvel Ensemble Moderne. J'espère n'avoir oublié aucune organisation, mais ça a été vraiment un plaisir d'avoir ces organisations dans notre programme. Alors, si vous avez de toute façon des questions par rapport à ces deux activités que nous vous proposons, vous allez voir que vous allez avoir accès aux personnes ressources que vous allez pouvoir contacter pour avoir les réponses. Et également, sachez que nous allons vous envoyer le contenu PowerPoint de aujourd'hui, incluant une trousse à outils avec la matrice des compétences et d'autres outils également qu'on vous offre. Alors, c'est terminé pour notre présentation d'aujourd'hui. Nous avons convenu justement d'une période de questions où vous allez pouvoir nous poser vos questions et échanger avec vous. Je vais pouvoir... On a déjà eu, Nabila, quelques questions qui avaient été adressées et aussi des recommandations dans le chat, notamment sur la reconnaissance des administrateurs et des employés. Donc, merci pour les idées que vous avez partagées. Quelqu'un tout à l'heure nous demandait, on l'a abordé un petit peu, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans une trousse de bienvenue? Ruben, tu l'avais mentionné, mais peut-être juste rappeler quelques éléments qui peuvent être communiqués aux personnes qui s'informent avant de rejoindre un conseil d'administration, les documents ou les chiffres qu'on devrait leur remettre. Oui, alors je peux commencer, puis Ruben, tu pourras compléter si tu le souhaites. Alors parmi les documents qui doivent figurer justement dans cette trousse d'accueil, eh bien il y a les règlements généraux, il y a les politiques, il y a le plan stratégique, le plan d'action de l'organisation. Il y a les PV de l'organisation, je vous dirais même, voire les 2 dernières années. Il y a également la liste des membres des administrateurs. Il y a aussi le calendrier des prochaines rencontres. Donc, en général, ce sont toutes ces informations. Puis d'autres organisations donnent d'autres informations là pour compléter en fonction des documents qui sont disponibles. Mais je dirais que c'est quand même... Et aussi, ah oui, la police de responsabilité civile des administrateurs aussi, on remet une copie normalement dans le cartable du nouvel et de la nouvelle administratrice. Est-ce que ça fait le tour, Philippe, des documents? Oui, c'est sûr qu'après, ça va être propre à la nature de chaque organisation. Puis des fois, ça peut être aussi d'inviter la personne à participer soit à une rencontre de CA comme observateur, observatrice, de voir, visiter l'organisation. Donc, ça peut être des documents, mais ça peut être aussi une expérience qu'on va permettre à la personne de faire. Il y a aussi, ça a été dit tout à l'heure, mais de participer à un comité, de voir la personne à l'œuvre parce que c'est une relation de confiance entre un conseil d'administration et l'organisation. Donc, on ne peut pas aller chercher une personne qu'on ne connaît pas du tout. Donc, d'apprendre à se connaître auparavant, c'est toujours bien. Une question qui nous a été communiquée qui touche un aspect sensible, c'est sur la question de la transition à la présidence, donc des organisations qui évoluent, qui grandissent, qui font face à des nouveaux défis. Puis parfois, la personne qui préside le CA n'est pas nécessairement celle dont on a besoin pour le futur. Puis il y a une question qui est délicate parce qu'on reconnaît la contribution que cette personne-là a faite dans le passé, mais on est rendu ailleurs. Donc, comment on peut peut-être gentiment faire comprendre à cette personne-là que on a besoin de plus maintenant. Donc, c'est un aspect sensible, surtout qu'on parle de bénévolat. Il y a la question, je pense, selon moi, puis je vous laisserai compléter après, mais de la sortie honorable. Donc, est-ce qu'on permet
à nos administrateurs, par exemple, d'avoir peut-être un cercle des gouverneurs ou des gens qui ont été là dans des moments importants de l'organisation, donc pour éviter le tout et rien, c'est-à-dire on est président puis après on devient plus rien dans l'organisation, mais d'offrir peut-être la possibilité justement d'être parmi le cercle des gouverneurs ou le cercle des grands partenaires, où il y a peut-être ou d'amener la personne à contribuer à d'autres types d'événements liés à la recherche de financement, au développement stratégique qui vont demander moins de contributions en temps et peut-être en idées. Il y a également l'idée au sein du conseil d'administration, lorsqu'on implante un processus d'évaluation, lorsqu'on discute où on est rendu, comment ça avance dans les rencontres de CA, c'est clair que c'est plus difficile pour une personne en groupe là, de questionner, de remettre en question certaines capacités de la présidence. On ne veut pas aller là avec le conseil d'administration, mais quand c'est un processus d'évaluation anonyme où on dit qu'on soulève peut-être certains défis de l'organisation, ben, la personne à la présidence peut se sentir interpellée et on l'espère réaliser par elle-même que l'organisation aurait avantage à avoir une personne avec un profil différent à la présidence. Mais ce sont des questions sensibles. C'est encore plus sensible quand on est en virtuel parce que d'habitude, on se croise dans le corridor, on se croise dans un stationnement, puis on discute de ces enjeux-là, peut-être avec d'autres membres de CA. Là, en virtuel, on a moins cette occasion-là en aparté de discuter. Je ne sais pas si vous avez des éléments à partager à ce niveau-là. Moi, je trouve que ça a été très riche ce que tu as amené comme élément, Philippe. Je rajouterai pas vraiment de choses. C'est sûr qu'il faut faire preuve de tact, de beaucoup de diplomatie, et puis surtout de pas faire ça à distance, hein, prendre le temps de rencontrer la personne, puis de discuter. Puis tout dépend aussi des liens qu'on a établis avec les membres du CA, le lien de confiance. On veut avoir aussi communiquer de façon authentique et transparente, mais c'est sûr que c'est vraiment délicat. Puis je trouve que tu as amené vraiment des très bonnes idées à ce niveau-là. J'ai juste quelque chose à ajouter, puis en fait, c'est une question pour toi aussi, Philippe, avec toute ton expérience en gouvernance. Est-ce que pour les CA, on voit souvent qu'il y a un mandat, le mandat est un temps minimal, comme par exemple 2 ans minimalement. Est-ce que c'est pratiquement de voir aussi un temps maximum pour inviter, par exemple, le président peut siéger sur le CA en tant que président juste maximum 5 ans. J'utilise un chiffre juste pour justement encourager à ce qu'il y ait une certaine rotation et qu'il y ait d'autres personnes qui prennent ce rôle-là et qui peuvent offrir une différente perspective. Est-ce qu'on voit ça souvent ou est-ce que c'est encouragé en fait? Mais la durée des mandats, souvent, légalement, va être établie à 2 ans, sauf dans dans les sociétés d'État ou dans certains organismes publics, par exemple. Après, le nombre de renouvellements des mandats, beaucoup ne l'ont pas précisé, mais encore là, juste le fait de l'indiquer dans les règlements généraux alors que c'était pas là avant, ça semble être un message télécommandé destiné à certains membres du CA. Donc, l'idéal peut-être, c'est avant que ça devienne compliqué au conseil, tout ça, avant de trouver justement qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont peut-être moins de temps à consacrer à l'organisation, de dire, on limite à 3 le nombre de mandats, par exemple. Mais il y a des organisations, par contre, qui ont des gens qui sont là depuis 10 ans, qui contribuent activement aussi. Donc, faut savoir que si on met une limite de mandat, peut-être aussi que ça va nous amener à perdre des éléments dont on aurait bien apprécié là, une poursuite du mandat. Merci. Il y a une autre question qui est adressée par rapport aux donateurs, aux ambassadeurs qui sont aussi au sein du conseil d'administration. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir au CA une personne qui donne des montants substantiels? On le voit dans certains musées, dans certaines organisations. Parfois, ça fait partie des exigences non écrites du conseil d'administration, mais est-ce que ça peut teinter? Moi, je l'ai vu dans d'autres organisations où on a demandé à quelqu'un même une organisation, on va dire, on a redonné un don important. C'était pas une entreprise du milieu artistique, mais parce que la personne avait rejoint le CA, puis elle se sentait, parce qu'elle avait donné beaucoup d'argent, elle se sentait détentrice d'un pouvoir plus grand que les autres membres de conseil d'administration. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, mais je pense qu'il faut être prudent, il faut être très clair aussi, parce que même si on est donateur, c'est parce qu'on soutient la cause, mais ça ne nous donne pas
une voix ou ça ne devrait pas nous donner une voix plus importante que les autres membres du conseil lorsque vient le temps de prendre des décisions? Ça revient à la discussion qu'on a eue sur le conflit d'intérêts. Il faut vraiment regarder, analyser pour voir est-ce que ce donateur-là, ce grand donateur-là, donne un montant d'argent et utilise ça, ou il y a une impression que ce donateur-là utilise ça pour influer les décisions dans une certaine direction qui pourrait le bénéficier ou bénéficier un projet dans lequel il est impliqué. Donc, je pense qu'il faut faire très attention avec ça. Je n'ai pas grand autre chose à ajouter. Je ne sais pas, Nabila, tu allais dire comme ça, quelque chose aussi. Ben moi, cette question-là, je sais pas, ça m'a vraiment fait penser à l'enjeu de gouvernance qui a été rendu public d'ailleurs dans les médias. Donc tout le monde est au courant du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors quand il s'agit justement de personnes qui contribuent beaucoup au niveau financement, eh bien ça soulève justement des questions. C'est très délicat. J'ai vraiment pas de réponse à ce stade-ci par rapport à ça, mais c'est sûr que ça nécessite beaucoup de vigilance et beaucoup de vigilance et attention, puis d'être soutenu aussi par des personnes compétentes au niveau juridique, je pense, Philippe, peut-être pour se protéger, ou en tout cas la gouvernance est vraiment on continue sans cesse d'apprendre, et puis c'est jamais blanc ou jamais noir, c'est toujours comme disait une formatrice avec laquelle on collabore beaucoup à Concertation Montréal, Lisanne Dosti, qui disait c'est jamais noir et c'est jamais blanc, mais c'est il y a plusieurs nuances de gris justement, oui. et c'est ça qui fait toute la complexité, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas en mesure de dire c'est ça la réponse, ou bien c'est autre chose. Ça va vraiment dépendre d'un grand nombre de contextes et de mises en situation pour pouvoir arriver à un point de vue ou une décision. Donc voilà. Et c'est ce qui rend, je pense, les choses très intéressantes. Parfait. Il est déjà 13h30. Juste un petit commentaire sur une autre question qui nous a été envoyée, à savoir est-ce que les membres de notre CA, est-ce qu'on peut leur demander de faire un don indépendamment là, du montant? Ça n'est pas toujours écrit, mais dans beaucoup d'organisations, ça va de soi. Mais parlez-en avec les membres de votre conseil d'administration, puis ça se dit très bien qu'on s'attend à ce que les gens qui soit au CA, soit des gens qui achètent des billets, qui ont des billets de saison, qui sont présents dans nos événements, parce que vous allez être nos ambassadeurs et ambassadrices, vous devez connaître ce qu'on fait, puis on est une organisation qui a un défi pour trouver du financement, tout ça, donc on s'attend à ce que nos administrateurs soient les premiers à acheter des billets lorsqu'un spectacle ou une représentation quelconque ou une œuvre est produite. Donc ça, c'est des choses qui se discutent, et idéalement avant que la personne rejoigne votre CA. Donc 13h32, donc je vais laisser à Nabila le soin de vous dire le mot de la fin. Puis je vous remercie, moi, de mon côté. Je remercie Ruben aussi d'avoir été avec nous pour cette présentation avec la collaboration du Conseil des arts de Montréal. Oui, merci beaucoup tout le monde pour votre présence et participation active aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup Ruben pour cette collaboration. Ça a été un grand plaisir d'animer ce webinaire avec toi. Un grand merci également à mes formidables collègues du Conseil des arts de Montréal, Talar et Yulia. Merci. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous. Et enfin, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le cadre d'un autre webinaire. Au revoir tout le monde. Au revoir.